En mai 2024, Andrew Huberman a invité le Dr James Hollis, analyste jungien et auteur de plus de 17 livres sur la psychologie profonde, à son podcast. Pendant près de 2 heures, ils ont dévoilé quelque chose que Jung avait cartographié il y a 100 ans et que la neuroscience confirme aujourd'hui avec des preuves irréfutables. Les personnes dotées d'une forte empathie attirent, de manière presque magnétique, des individus qui, secrètement, détestent la lumière qu'elle porte. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est un mécanisme psychologique et neurobiologique si précis qu'il peut être mesuré lors d'examens d'imagerie par résonance magnétique. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi, plus vous évoluez spirituellement, plus vous rencontrez une résistance déguisée en amitié. Les prochaines minutes vont révéler la vérité que le monde académique tente d'édulcorer. Il existe un concept que Jung a appelé la projection de l'ombre. L'ombre, pour Jung, c'est tout ce que vous niez en vous-même. Vos parties non développées, vos capacités réprimées, vos talents étouffés, et voici le problème. Lorsque vous, en tant qu'être empathique, développez ces capacités, lorsque vous brillez, lorsque vous accédez à votre lumière intérieure authentique, vous devenez un miroir vivant pour ceux qui ont enterré la leur. Vous ne faites rien de mal. Vous êtes simplement ce qu'ils n'ont pas eu le courage d'être, et cela génère une envie si profonde que même eux-mêmes n'admettent pas la ressentir. Dans l'épisode avec Hollis, Huberman a posé une question directe. Comment reconnaissons-nous l'ombre chez les autres? Hollis a répondu quelque chose de dévastateur. Vous la reconnaissez par l'intensité émotionnelle disproportionnée. Lorsqu'une personne réagit avec une hostilité excessive à votre réussite, à votre paix, à votre évolution, ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de leur ombre que vous activez sans le vouloir. Et la neuroscience le prouve. En août 2024, Huberman a reçu Bill Eddy, spécialiste des personnes à haut conflit, y compris les narcissiques. Eddy a révélé que les narcissiques ont un déficit neurobiologique d'empathie. Leurs neurones miroirs, les cellules cérébrales responsables de ressentir ce que l'autre ressent, sont moins actifs pendant ce temps. Les personnes empathiques ont des neurones miroirs hyperréactifs. Vous êtes des opposés neurologiques et lorsque vous vous rencontrez, la dynamique est prévisible. Vous sentez trop. Ils sentent trop peu. Vous illuminez. Ils projettent. Jung a dit quelque chose qui semble cruel à première vue, mais qui est libérateur lorsque vous le comprenez. Il a dit que notre capacité à l'envie, à l'agression, à la destructivité, fait partie de l'ombre de nous tous. Personne n'est à l'abri de cela, mais les personnes conscientes reconnaissent ces tendances en elles-mêmes et les intègrent. Les personnes inconscientes projettent ces tendances sur ceux qui brillent, et alors commence l'attaque déguisée. Avez-vous déjà eu un ami qui vous complimentait, mais toujours avec une pointe d'amertume? Qui célébrait vos victoires, mais changeait aussitôt de sujet? Qui disait vous soutenir, mais n'était jamais disponible quand vous en aviez besoin? Qui minimisait votre souffrance en disant que d'autres personnes sont dans une situation pire? Ce n'est pas de l'amitié, c'est la projection de l'ombre déguisée en proximité. Hollis a dit dans le podcast que les problèmes typiques de l'ombre incluent notre capacité à la jalousie, à l'envie, à l'agression et à la cupidité. Et la seule façon de gérer ces aspects est de les amener à la conscience. Mais la plupart des gens ne le font pas. Il est plus facile de projeter sur vous. Vous devenez la cible parce que vous êtes visible, parce que vous êtes actif, parce que vous êtes vivant d'une manière qu'ils ne le sont pas. Maintenant vient la partie perturbante. Huberman explique que le système de neurones miroirs n'est pas seulement à propos de l'empathie. Il régule également la comparaison sociale. Lorsqu'une personne avec un déficit d'empathie, comme un narcissique,
et voient quelqu'un avec des capacités émotionnelles supérieures. Leur cerveau enregistre cela comme une menace à leur propre identité. Et la réponse neurobiologique n'est pas l'admiration. C'est un ressentiment inconscient. Une étude que Huberman a mentionnée dans d'autres épisodes sur les neurones miroirs montre que les personnes dotées d'une forte empathie activent les zones cérébrales associées au plaisir en voyant quelqu'un heureux. Les narcissiques, par contre, activant les zones associées à la douleur. Ils ressentent littéralement de la douleur en vous voyant heureux. Ce n'est pas une exagération poétique, c'est l'activation de l'insula antérieure gauche, région du cerveau liée à l'inconfort physique et émotionnel. Jung appelait cela le venin de l'envie. Il disait que l'envie est l'une des émotions les plus destructrices parce qu'elle ne peut pas être satisfaite. Quand quelqu'un envie votre lumière, il n'existe aucune quantité de validation que vous puissiez donner pour apaiser cela, parce que le problème n'est pas ce que vous avez ou ce que vous faites. Le problème est ce qu'ils n'ont pas développé en eux-mêmes. Et voici le mécanisme complet. Vous, en tant qu'être empathique, avez des neurones miroirs hyperactifs. Cela signifie que vous sentez profondément les émotions des personnes autour de vous. Vous absorbez littéralement les états émotionnels. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec une ombre non intégrée, vous sentez leur dissonance. Et parce que vous êtes empathique, vous essayez d'aider, vous essayez d'illuminer, vous essayez de montrer le chemin. Mais que se passe-t-il? Ils projettent encore plus, parce que votre tentative d'aide devient un rappel douloureux de ce qu'ils ne font pas pour eux-mêmes. Huberman a dit quelque chose de crucial dans l'épisode avec Hollis. Il a demandé « Quelle est la plus grande résistance que les gens ont à faire le travail intérieur, à affronter l'ombre ?» Hollis a répondu « La peur. La peur que lorsqu'ils regardent à l'intérieur, ils vont découvrir qu'ils sont terribles, qu'ils ne sont pas dignes, qu'ils sont vides, et alors ils préfèrent projeter ces sensations sur vous. Vous devenez le terrible, vous devenez le vide, vous devenez le problème. » Jung est allé encore plus loin. Il a dit que lorsqu'une personne parvient à regarder sa propre ombre et à la reconnaître, elle a maintenant un grand problème, parce qu'elle ne peut plus blâmer les autres pour ce qui va de travers dans sa vie. Et cela, pour la plupart des gens, est insupportable. Il est plus facile de continuer à vous blâmer. Vous percevez le schéma. Les personnes empathiques attirent les projecteurs d'ombre parce que vous êtes la cible parfaite. Vous êtes visible. Vous êtes émotionnellement réactif. Vous essayez de comprendre. Vous donnez le bénéfice du doute. Et pendant que vous essayez d'illuminer, ils utilisent votre lumière pour confirmer leur propre obscurité auto-imposée. Il y a une phrase que Hollis a dite dans le podcast qui est dévastatrice dans sa simplicité. La projection est un mécanisme de défense où les individus attribuent des pensées, des sentiments ou des qualités inacceptables aux autres. Cela aide les gens à éviter de reconnaître ces caractéristiques en eux-mêmes et à se distancier des aspects inconfortables de leur propre personnalité. Traduction. Quand quelqu'un vous critique pour être dramatique, c'est parce qu'il a réprimé son propre drama. Quand quelqu'un vous accuse d'être égoïste pour prendre soin de vous, c'est parce qu'il ne s'est jamais permis de prendre soin de lui. Quand quelqu'un minimise votre évolution spirituelle, c'est parce qu'il a abandonné la sienne. Maintenant, pourquoi cela n'est-il pas enseigné ouvertement? Pourquoi la connexion entre Jung et Huberman est-elle édulcorée dans les cercles académiques? Parce qu'admettre cela crée un problème social énorme. Si vous acceptez que la projection de l'ombre est réelle et neurobiologiquement vérifiable, alors vous devez admettre qu'une grande partie des relations humaines sont fondées sur des projections inconscientes. Vous devez admettre que beaucoup de gens ne vous aiment pas pour ce que vous êtes, mais vous détestent pour ce que vous représentez pour leur propre ombre. Et il y a plus. Si vous acceptez que les narcissiques présentent des déficits neurobiologiques d'empathie,
Vous désamorcez tout le discours selon lequel tout le monde peut changer en faisant des efforts. Certains ne le peuvent pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que leur cerveau ne traite littéralement pas l'empathie de la même manière. Et pour un empathique doté de neurones miroirs hyperactifs, cette vérité est douloureuse, parce que vous voulez croire que tout le monde peut se réveiller. Jung le savait. C'est pourquoi il a dit que le plus grand fardeau psychologique qu'une personne puisse porter est de vivre une vie inachevée. Et quand vous, en tant qu'empathique, vivez pleinement, quand vous intégrez votre ombre, quand vous brillez, vous devenez un rappel ambulant de ce fardeau pour ceux qui ont choisi de ne pas vivre. Hollis a expliqué que lorsque vous amenez l'ombre à la conscience et que vous l'intégrez, vous cessez d'avoir besoin de boucs émissaires externes. Vous assumez la responsabilité totale de votre vie psychique. Mais pour ce faire, vous avez besoin d'un courage brutal. Courage d'admettre que vous avez la capacité d'envie, de mesquinerie, de cruauté. Et lorsque vous admettez cela et que vous l'intégrez, vous arrêtez de projeter, vous arrêtez d'utiliser les autres comme des miroirs déformés. Mais la plupart ne le font pas. Il est plus facile de continuer en mode automatique. Et le mode automatique de l'ombre non intégrée consiste à trouver quelqu'un qui brille et à essayer d'éteindre sa lumière. Pas de manière évidente, mais de manière subtile, avec des commentaires passifs-agressifs. Un manque de soutien dans les moments cruciaux, une célébration superficielle suivie d'un éloignement émotionnel. Huberman, dans l'épisode sur les neurones miroirs, a expliqué que lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose, vos neurones miroirs simulent internement cette action. C'est comme si vous le faisiez aussi. Pour les empathiques, cette simulation est intense. Mais lorsqu'un empathique voit quelqu'un souffrir, les neurones miroirs créent une souffrance intérieure aussi. Et là, vous essayez de soulager, vous essayez d'aider. Mais lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui projette son ombre, votre tentative d'aider est interprétée comme de l'arrogance, parce que vous montrez qu'il est possible de faire ce qu'ils ne font pas. Vous prouvez que le changement est possible, et c'est une menace existentielle pour leur ego. Jung disait que l'ego a des mécanismes de défense très sophistiqués pour éviter la transformation, et la projection est l'un des plus efficaces, parce que tant que vous projetez, vous n'avez pas besoin de changer, vous pouvez continuer à être qui vous avez toujours été, mais maintenant avec la justification que le problème est à l'extérieur. Et vous, en tant qu'empathique, vous tombez dans ce piège, vous internalisez la projection, vous commencez à douter de vous-même. Suis-je trop dramatique? Suis-je égoïste de prioriser mon bien-être? Suis-je arrogant de célébrer mes réussites? Non. Vous êtes utilisé comme écran de projection. Hollis a dit quelque chose de puissant. Il a dit que vous devez apprendre à différencier la vraie culpabilité qui vient de transgressions éthiques authentiques et la culpabilité projetée qui vient d'autres personnes essayant de vous faire porter leur ombre. Les empathiques sont particulièrement vulnérables à cela, parce que leurs neurones miroirs vous font ressentir de la culpabilité empathique, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Maintenant, comment sortir de ce cycle? Comment arrêter d'attirer les projecteurs d'ombre? Jung et Huberman, chacun à leur manière, pointent vers la même solution, l'intégration de sa propre ombre. Jung disait que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Les empathiques qui n'ont pas intégré leur propre ombre attirent les projecteurs parce qu'ils fonctionnent toujours à partir de schémas inconscients. Vous croyez que vous devez toujours être disponible. Vous croyez que vous devez prouver votre valeur en étant utile. Vous croyez que l'amour signifie un auto-sacrifice infini. Ces croyances viennent de votre ombre non intégrée. La partie de vous qui a été conditionnée à être le guérisseur, le sauveur, le disponible émotionnel. Mais quand vous intégrez cette partie et reconnaissez que c'est une stratégie de survie,
pas une identité. Vous arrêtez de fonctionner à partir de cet endroit. Vous arrêtez d'attirer des gens qui ont besoin de sauveurs, parce que vous arrêtez de vous offrir dans ce rôle. Huberman explique cela neurologiquement. Lorsque vous changez des schémas comportementaux de manière constante, vous réécrivez les circuits neuronaux grâce à la neuroplasticité. Si vous avez toujours répondu disponible lorsque quelqu'un vous appelait, vos circuits cérébraux associent proximité à disponibilité immédiate. Mais si vous commencez à établir des limites, à dire non, à prioriser votre propre bien-être, vous créez de nouveaux circuits, et cela change qui vous attirez. Parce que les personnes qui fonctionnent par la projection de l'ombre recherchent des cibles prévisibles. Elles recherchent ceux qui vont absorber, ceux qui vont essayer de comprendre, ceux qui vont donner des chances infinies. Quand vous arrêtez d'être cette cible, elles vont ailleurs. Mais calmez-vous, parce que ce que je vais révéler maintenant est le protocole qui unit la psychologie profonde de Jung avec la neuroscience de Huberman, et qui peut vous libérer de ce cycle d'attraction magnétique de projecteurs d'ombre. Hollis a expliqué que le travail avec l'ombre ne consiste pas à devenir parfait. Il s'agit de devenir entier. L'intégralité, a-t-il dit, est l'intégration des opposés. Vous n'éliminez pas la capacité d'envie, de colère, d'égoïsme. Vous reconnaissez que ces capacités existent et vous les amenez à la conscience. Et là, vous choisissez consciemment comment et quand utiliser ces énergies. Huberman a ajouté à cette vision une dimension pratique. Il a demandé à Hollis comment quelqu'un fait ce travail interne. Hollis a répondu avec quelque chose de simple mais révolutionnaire. Un journal réflexif quotidien, tous les soirs, avant de dormir. Vous écrivez 3 questions. Où aujourd'hui ai-je projeté sur quelqu'un quelque chose qui est à moi? Où aujourd'hui ai-je évité la responsabilité émotionnelle? Où aujourd'hui ai-je vécu à partir de mon VR et moi et non de la persona que j'ai construite pour plaire? Cela semble trop simple pour fonctionner. Mais neurologiquement, ce que vous faites, c'est activer le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de l'autoréflexion et de la régulation émotionnelle. Lorsque vous écrivez à la main, vous activez des régions motrices qui renforcent la consolidation de la mémoire. Lorsque vous faites cela de manière constante tous les soirs, vous créez une boucle de feedback qui rend l'inconscient en conscient. Huberman a un protocole à ce sujet qu'il appelle la réflexion délibérée. Réservez 10 minutes avant de dormir pour traiter la journée sans écran, sans distraction, juste vous, un cahier et 3 questions profondes. Il a fait cela pendant des années. Et il dit que cela a complètement changé la façon dont il traite les relations interpersonnelles. Mais il y a une partie du protocole qui est encore plus puissante. Jung appelait ça la confrontation avec l'ombre. Andrew Huberman, lui, parle d'exposition contrôlée à l'inconfort émotionnel. Au fond, ils disent la même chose. Il faut se placer consciemment dans des situations où vos schémas inconscients vont être activés et ensuite observer sans réagir. Par exemple, vous savez que vous avez tendance à devenir hyper vigilant émotionnellement quand quelqu'un vous critique. Votre schéma, c'est d'immédiatement essayer de comprendre le point de vue de l'autre et de vous ajuster. C'est votre schéma d'empathie non intégré. Le protocole, c'est que la prochaine fois qu'on vous critique, vous ne répondez pas immédiatement. Vous respirez. Vous observez la sensation dans votre corps. Vous nommez intérieurement ce que vous ressentez. De l'anxiété dans la poitrine, un besoin d'expliquer, une impulsion d'apaiser. Et alors, vous choisissez consciemment de ne pas agir à partir de ce schéma. Vous dites quelque chose de simple, « Je vais y réfléchir ». Ou même, « Je ne suis pas d'accord ». Sans explication, sans justification, sans essayer de faire en sorte que l'autre personne se sente mieux avec votre réponse. Ça, c'est l'intégration de l'ombre en action. Parce que vous ramenez à la conscience le schéma automatique de sacrifice émotionnel qui fait de vous une cible pour les projecteurs.
et vous choisissez autrement, neurologiquement. Ce qui se passe est fascinant. Huberman explique que quand vous brisez un schéma comportemental établi, vous créez un inconfort temporaire dans les réseaux neuronaux qui soutiennent ce schéma. Mais si vous tolérez l'inconfort sans revenir à l'ancien schéma, vous forcez le cerveau à créer de nouvelles connexions. C'est de la neuroplasticité dirigée, et voilà le parallèle parfait avec Jung. Jung disait que la transformation psychologique est toujours accompagnée par de l'anxiété, parce que vous êtes en train de tuer une ancienne version de vous-même pour qu'une nouvelle naisse. Et l'ego résiste à ça de toutes ses forces. Il préfère la familiarité de la souffrance connue à l'incertitude de la transformation inconnue. Mais quand vous utilisez le protocole conjoint, quand vous combinez la réflexion jungienne avec la neuroplasticité de Huberman, vous avez un outil complet. Tous les soirs, un journal de bord réflexif identifiant les projections et les schémas. Pendant la journée, une exposition délibérée à des situations qui activent vos schémas, mais en choisissant de répondre différemment. Il y a un troisième élément que Hollis a mentionné et que Huberman avait déjà abordé dans d'autres épisodes. La communauté consciente, Jung créait des groupes d'analyse où les gens faisaient un travail d'ombre collectivement. Parce que, quand vous êtes témoin de quelqu'un qui reconnaît sa propre ombre avec courage, vous vous sentez autorisé à faire de même. Et quand vous êtes entouré de personnes qui sont en train d'intégrer et pas de projeter, vous arrêtez d'attirer les projecteurs. Huberman appelle ça le modelage social du comportement neuronal. Votre cerveau adapte des schémas basés sur les personnes avec qui vous passez le plus de temps. Si vous êtes toujours avec des gens qui projettent, qui blâment, qui évitent la responsabilité, vos neurones miroirs vont imiter ces tendances. Mais si vous êtes avec des personnes qui font un travail intérieur, qui reconnaissent des schémas, qui intègrent l'ombre, vous commencez naturellement à faire de même. Jung disait que l'individuation, le processus de devenir qui vous êtes réellement, n'est jamais fait seul. C'est toujours en relation, mais il faut que ce soit en relation avec des personnes qui sont sur le même chemin, pas avec des personnes qui veulent vous utiliser comme écran de projection. Et voici une révélation qui peut être difficile à entendre. Si vous attirez constamment des personnes qui détestent secrètement votre lumière, la question n'est pas pourquoi elles sont comme ça. La question est pourquoi vous restez disponible pour recevoir ces projections. Hollis disait dans le podcast que le plus grand aha moment que l'on puisse avoir, c'est de réaliser que vous perpétuez les propres schémas qui vous font souffrir. Pas parce que vous êtes masochiste, mais parce que ces schémas sont familiers. C'était comme ça que vous surviviez dans l'enfance, être l'empathique disponible, le guérisseur. Le compréhensif vous a maintenu en sécurité à un moment donné. Mais maintenant, dans la vie adulte, ces mêmes schémas vous rendent vulnérables aux projecteurs. Huberman explique ça en termes de conditionnement neuronal. Les schémas qui ont été renforcés répétitivement pendant les années de développement créent des autoroutes neuronales. C'est beaucoup plus facile pour le cerveau de suivre l'autoroute que de créer un nouveau chemin. Alors, même quand vous savez rationnellement que vous devriez établir des limites, que vous devriez vous éloigner des projecteurs, que vous devriez prioriser votre bien-être, vous revenez aux anciens schémas, parce que neurologiquement, c'est le chemin de moindre résistance. Mais la bonne nouvelle, c'est que la neuroplasticité permet de créer de nouveaux chemins. Ce n'est pas rapide, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Vous avez besoin de la répétition constante du nouveau comportement. Hollis recommande 90 jours de pratique quotidienne pour commencer à voir des changements réels. Huberman dit que des changements neuroplastiques significatifs prennent entre 60 et 90 jours de pratique délibérée. Alors, le protocole complet est 90 jours de journal de bord réflexif tous les soirs avec 3 questions sur la projection, la responsabilité émotionnelle et l'authenticité.
90 jours d'exposition délibérée à des situations qui activent les anciens schémas, mais en choisissant de répondre d'une façon nouvelle. 90 jours de vous entourer intentionnellement de personnes qui font un travail intérieur, pas de personnes qui projettent. Ça a l'air de beaucoup, ça l'est, mais l'alternative, c'est de continuer à être une cible magnétique pour des personnes qui détestent secrètement votre lumière pour le reste de votre vie. Jung disait qu'il n'y a pas d'illumination en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente l'obscurité. Le travail est avec votre propre ombre d'abord. Et quand vous intégrez votre ombre, quand vous arrêtez d'opérer à partir de schémas inconscients, vous arrêtez automatiquement d'attirer ceux qui opèrent par la projection. Il y a une phrase que Hollis a dite qui résume tout. La question n'est pas « qui suis-je ?» La question est « qui dois-je arrêter d'être pour devenir qui je suis réellement ?» Pour les empathes, la réponse est claire. Vous devez arrêter d'être le sauveur disponible, le guérisseur automatique, le compréhensif infini. Ce ne sont pas votre essence. Ce sont des stratégies de survie qui sont devenues une identité. Quand vous lâchez ces stratégies, quand vous intégrez l'ombre qui contient votre capacité à dire non, à prioriser votre bien-être, à laisser les gens porter leur propre fardeau, vous cessez d'être une cible, vous devenez entier, et les personnes entières n'attirent pas les projecteurs, parce que les projecteurs recherchent des fragments, pas la totalité. Vous venez de découvrir pourquoi les empathes attirent des personnes qui détestent secrètement leur lumière. Dans les dernières minutes, vous avez vu la connexion profonde entre la projection de l'ombre de Jung et les neurones miroirs de Huberman. Vous avez compris que ce n'est péas parce que vous êtes trop brillant. C'est parce qu'ils n'ont pas le courage d'affronter leur propre obscurité. Cette vérité a été validée par le Dr James Hollis dans l'épisode de mai 2024 du Huberman Lab, où il a expliqué exactement comment l'envie naît de l'ombre non intégrée. Cette vérité a été confirmée par Bill Eddy dans l'épisode d'août 2024, où il a révélé le déficit neurobiologique d'empathie chez les narcissiques. Et cette vérité est supprimée par le monde académique, parce que l'admettre signifierait admettre qu'une grande partie des relations humaines sont des jeux inconscients de projection de l'ombre. Peu de chaînes ont le courage d'unir Carl Jung et Andrew Huberman de cette façon, parce que quand vous faites cela, vous révélez que les protocoles sans profondeur psychologique ne sont que des pansements neurobiologiques. Vous révélez que la neuroscience, sans la sagesse ancestrale, est incomplète. Et cela dérange autant ceux qui vénèrent les protocoles, ceux qui pensent que tout se résout avec de la lumière solaire et de l'eau glacée, que les mystiques qui pensent que la neuroscience est réductionniste. Mais la vérité se trouve dans l'intégration. Carl Jung a dessiné la carte de la psyché. Andrew Huberman l'a traduite en langage neuronal. Et quand vous unissez les deux, vous avez un pouvoir réel de transformation. Le Super Thanks n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette synthèse doit continuer à être révélée, que vous voulez plus de connexion entre la psychologie profonde et la neuroscience moderne. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez la prochaine révélation que le monde académique essaie de cacher. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité. Faites partie de ceux qui unissent la sagesse ancestrale à la science moderne. Faites partie de ceux qui ont le courage d'affronter l'ombre au lieu de la projeter. Maintenant, laissez-moi vous donner la révélation finale qui change tout sur la façon dont vous allez voir vos relations à partir de maintenant. La raison la plus profonde pour laquelle les personnes à forte empathie attirent les projecteurs d'ombre n'est pas parce que vous êtes des victimes. C'est parce que vous n'avez pas encore complété le processus d'individuation. Carl Jung disait que l'individuation est le processus de devenir indivisible, singulier, unique. C'est vous qui devenez qui vous êtes vraiment.
pas qui on vous a conditionné à être. Et la plupart des personnes à forte empathie sont prises au piège dans la première moitié du processus d'individuation. Vous avez développé une sensibilité émotionnelle, de la compassion, une capacité à ressentir profondément. C'est merveilleux, mais vous n'avez pas développé l'autre moitié, le discernement, des limites claires, la capacité de dire non sans culpabilité, la priorisation saine de son propre bien-être. Cette seconde moitié vit dans votre ombre. Parce qu'on vous a appris que ces qualités sont égoïstes, froides, insensibles, alors vous les avez réprimées. Et tant que ces qualités seront réprimées, vous continuerez à attirer des personnes qui vont exploiter votre lumière. Parce que vous n'êtes pas encore complet, vous êtes encore un fragment, pas une totalité. Andrew Huberman explique que le cerveau opère par économie d'énergie. Il recherche des schémas qui ont fonctionné dans le passé. Et si, dans le passé, être la personne à forte empathie disponible vous a donné de l'amour, de la validation, un sentiment d'utilité, votre cerveau va continuer à chercher des situations où vous pouvez répéter ce schéma, même si ces situations vous blessent maintenant. Mais quand vous intégrez l'ombre, quand vous ramenez à la conscience votre capacité d'être sélectif, d'être assertif, de vous prioriser, vous brisez le schéma. Et alors, votre cerveau arrête de chercher des situations d'autosacrifice. Il commence à chercher la réciprocité, la mutualité, l'équilibre. Et les personnes qui opèrent par la projection détestent l'équilibre. Parce que l'équilibre exige qu'elles fassent leur propre travail interne, exige qu'elles arrêtent de vous utiliser comme un dépôt émotionnel, exige qu'elles affrontent leur propre ombre. Et la plupart ne le feront pas, alors elles s'en iront. Et vous finirez par attirer des personnes qui sont au même niveau d'intégration que vous. Carl Jung a dit quelque chose de profond, qu'Andrew Huberman cite fréquemment. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Les personnes à forte empathie qui continuent d'attirer des projecteurs regardent à l'extérieur, essayant de comprendre l'autre, essayant de guérir l'autre, essayant d'illuminer l'autre. Mais le travail n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Quand vous regardez à l'intérieur et que vous affrontez votre propre ombre, quand vous reconnaissez que vous avez aussi la capacité d'un égoïsme sain, d'une indifférence stratégique, d'un détachement nécessaire, vous vous éveillez et dans l'éveil, vous arrêtez d'être une cible, vous devenez entier et la totalité n'attire pas les fragments, la totalité attire la totalité. Alors, la question finale est: allez-vous continuer à être un fragment disponible pour la projection ou allez-vous avoir le courage de devenir entier? Le choix a toujours été le vôtre. Carl Jung a déjà montré le chemin. Andrew Huberman l'a validé avec la neuroscience. Maintenant, c'est à vous de jouer. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose de vous. Avez-vous remarqué que plus vous grandissez spirituellement, plus certaines personnes vous en veulent secrètement? Écrivez dans les commentaires si vous avez déjà identifié cela. Et plus important encore, racontez quel a été le moment où vous avez réalisé que vous étiez la cible d'une projection de l'ombre, pas d'un amour véritable. Plus vous serez spécifique, plus vous validerez l'expérience d'autres personnes à forte empathie qui traversent la même dynamique. Et la validation collective est la première étape pour briser les schémas inconscients. Carl Jung a dessiné la carte de la psyché. Andrew Huberman l'a traduite en GPS neuronal. Quand la psychologie profonde rencontre la neuroscience, l'éveil est inévitable. Vous n'avez pas besoin de choisir entre la sagesse ancestrale et la science moderne. Vous intégrez les deux. Et dans l'intégration, vous devenez entier. Et les personnes entières n'attirent pas les projecteurs. Elles attirent d'autres personnes entières, et cela change tout.